Frassa, rapporteur de la commission des lois, et ce pour 10 minutes. Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, garantir aux justiciables une voie de protection efficace de leurs intérêts tout en préservant les opérateurs économiques d'un risque réputationnel potentiellement dévastateur à leur activité, tel est le délicat chemin de crête qu'arpente le législateur depuis la création, il y a une décennie, de l'action de groupe. Le débat sur l'opportunité de son introduction était bien plus ancien. On peut le dater à au moins une quarantaine d'années. Malgré son âge, ces termes n'ont pourtant pas beaucoup évolué. D'un côté, la protection des droits des justiciables, notamment des consommateurs, implique la mise à leur disposition de voies de droit efficaces leur permettant d'obtenir réparation de préjudice, y compris quand ceux-ci sont de faibles montants. De l'autre, notre système judiciaire, comme la protection de l'activité des opérateurs économiques contre des actions malveillantes visant uniquement à les déstabiliser, implique que l'action de groupe à la française ne soit pas calquée sur la class action américaine et ses dérives. Ce cadre étant posé, la proposition de loi portée et rapportée par nos collègues députés Laurence Vichnievsky et Philippe Gosselin se caractérise à rebours de l'équilibre délicat recherché il y a une décennie de cela par le législateur, par une certaine forme de radicalité assumée. Partant du constat que l'action de groupe n'a pas tout à fait trouvé son public, il procède ainsi à l'unification, mais surtout à un considérable assouplissement du cadre procédural de l'action de groupe. S'il serait déraisonnable d'affirmer que l'action de groupe constitue aujourd'hui une voie procédurale plébiscitée, je souhaite souligner que la prémisse d'un échec de l'action de groupe me paraît contestable. Certes, 35 actions de groupe ont été engagées depuis 2014 et l'inégale qualité des demandes implique qu'un certain nombre d'entre elles sont déclarées irrecevables par le juge. Pour autant, ce bilan mitigé est en partie attribuable à la nécessaire phase d'appropriation qu'implique la création d'une telle procédure. Par ailleurs, certaines actions de groupe ont prospéré et permis l'indemnisation d'un préjudice parfois dans le cadre d'un accord amiable. Ne partageant pas manifestement cet avis, les auteurs et rapporteurs de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ont donc souhaité encourager le recours aux actions de groupe. Au-delà de l'unification des 7 régimes juridique actuellement prévue en une loi cadre unique, la relative radicalité de la présente proposition de loi constitue dans un triple élargissement procédural. Du champ de l'action de groupe d'abord, en prévoyant son universalisation, des préjudices indemnisables ensuite, en prévoyant également son universalisation alors que les régimes sectoriels ne prévoyaient parfois l'indemnisation que de certains préjudices, de la qualité pour agir enfin, en ouvrant très largement celle-ci, y compris à des associations représentant un nombre limité de personnes. Dans sa rédaction issue des travaux de l'Assemblée nationale, la position d'équilibre jusqu'ici recherchée par le législateur semblait donc reléguée aux oubliettes au profit d'une proposition nettement plus radicale, renforcée par l'introduction d'une amende civile en cas de faute intentionnelle ayant causé un ou plusieurs dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire. Face à un dispositif qu'elle a jugé quelque peu déséquilibré, la Commission s'est en conséquence attachée à retrouver le chemin de crête qui a jusqu'ici guidé les pas du législateur. Les amendements qu'elle a adoptés ont ainsi visé 3 objectifs. Premier objectif, resserrer un cadre juridique paraissant excessivement lâche. Ainsi, tout en acceptant l'universalisation des préjudices indemnisables, mais également dans son principe celle du champ de l'action de groupe, la Commission a souhaité, je sais que nous y reviendrons dans la discussion des amendements, circonscrire le champ des actions de groupe en matière de santé et de droit du travail à leur périmètre actuel. Cela a notamment paru nécessaire en matière de santé en raison du risque réputationnel encouru par des acteurs ne disposant que de peu de moyens de défense. À cet égard, le fait que le droit de la responsabilité ne soit pas modifié est sans importance puisque le risque qu'emporte l'introduction d'une action de groupe ne porte pas tant sur l'engagement indu de la responsabilité que sur le coût procédural et réputationnel qu'une telle action publique ne manque pas d'entraîner. Surtout, la Commission a significativement resserré les conditions ouvrant le bénéfice de la qualité pour agir
au régime juridique très libéral résultant des travaux de l'Assemblée nationale qui permettrait à un grand nombre d'acteurs, y compris malveillants, d'agir dans de nombreux domaines, la Commission a recherché un équilibre différent, reposant sur une capacité à agir élargie à divers domaines, mais réservée à un nombre restreint d'associations représentant toutes les garanties de sérieux et de transparence nécessaires. L'instauration d'un agrément nous a ainsi paru incontournable pour garantir le sérieux et la transparence des personnes ayant qualité pour agir, notamment en matière de prévention des conflits d'intérêts. Notre dispositif est peut-être perfectible, mais il me semble largement préférable à une simple attestation sur l'honneur qui n'a que le poids de l'encre utilisée pour la rédiger. Deuxième objectif, prévenir les risques juridiques posés par le dispositif. Le premier de ces risques est naturellement l'amende civile prévue à l'article 2 undecies, dont le Conseil d'État a justement relevé les difficultés constitutionnelles qu'elle posait. Plus largement, l'opportunité de l'insertion d'une telle disposition a paru très douteuse à la Commission, qui l'a en conséquence supprimée. Nous aurons sûrement le débat, chers collègues, mais il me semble qu'une telle disposition pose en tout état de cause une question de méthode. L'insertion presque par effraction d'une disposition qui modifie très significativement le droit de la responsabilité civile dans un texte de procédure sans étude d'impact préalable paraît extrêmement problématique. Troisième objectif, parachever la transposition de la directive Action représentative, tant s'agissant de l'action de groupe nationale, notamment en matière de transparence et de solvabilité des personnes ayant qualité pour agir, que s'agissant de l'action de groupe transfrontière. Au bénéfice de ces quelques aménagements, la Commission a adopté un texte qui présente l'immense avantage, trop rare aujourd'hui, de simplifier effectivement le droit. Elle n'a néanmoins pas souhaité faire dévier le législateur du chemin de crête qu'il s'est employé à arpenter jusqu'à présent. Tel que modifié par la Commission, le texte qui est aujourd'hui soumis à votre examen, chers collègues, vise donc à préserver et garantir un juste équilibre entre la protection des droits des justiciables et celle de la sécurité juridique des opérateurs économiques. Il est en cela utile pour permettre à l'action de groupe, dont la vocation n'est ni d'être un épiphénomène juridique, ni une procédure banalisée, de trouver sa voie. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur. Bien, dans la suite de la discussion générale, la parole est donc maintenant à madame Nathalie